Donc, depuis ce matin, on les attendait, puisqu'on a l'habitude de parler d'eux et pas toujours de les avoir sur les estrades, puisqu'on dit les médecins, les vrais, les libéraux, ils travaillent aux heures où nous, on discute, et puis les patients, on a oublié de les inviter. Bon, là, ils sont là. Mais c'est pas des lambda, c'est-à-dire que Pierre de Haas est devenu la vedette incontestée de ce qui est aujourd'hui la solution miracle qu'ont rencontré nos gouvernants, l'organisation collective à travers les maisons de santé pluriprofessionnelles. Bon, vous avez entendu le président de la République, le Premier ministre visitant une maison de santé du côté de Chinon, s'exclamant « mais il faut en mettre partout ». Et aujourd'hui, une vraie volonté de diffuser ce modèle. Alors Pierre de Haas, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense qu'il y en a peu, est le père fondateur, avec son groupe évidemment, enfin il est le père fondateur, je pense qu'il nous le dira, mais enfin c'est quand même l'aventure de sa vie, de ce mode d'organisation qui reste assez spécifique ou tout au moins typé dans le cadre de ce que sont les soins primaires dits de ville. Il peut témoigner d'un succès fulgurant puisque là où globalement le regroupement des structures médicales progresse, sous le contrôle de Jean-Paul Ortiz, on peut dire aujourd'hui que plus de la moitié, je crois, des médecins travaillent en mode pas collectif, mais en mode regroupé. Bon, mais des regroupements qui restent relativement modestes en termes de capacité et surtout qui ne sont pas nécessairement de l'interprofessionnalité et de l'exercice collectif. Bon, ben, les maisons de santé qu'on a connues, donc moi j'ai connu Pierre de Haas grâce à Jean-Michel Chabot, au moment où on était encore dans ce qui était le Moyen-Âge ou le développement de ce mode d'organisation. C'est un facteur 10 en 10 ans. Dans l'économie des services, on appelle ça un succès fulgurant. Bon. Donc tu nous diras, à la lumière de cette croissance exponentielle, comment cette structure très typée que sont les maisons de santé pluriprofessionnelles qui cultivent l'interprofessionnalité ont réussi à être plébiscitées par les patients qui s'y adressent. Gérard, qui est évidemment le président de la Fédération française des diabétiques, mais qui est également le premier vice-président de France Asso Santé. Donc, il est bien connu aussi à travers toutes les représentations de la HAS. On nous dira les conditions auxquelles les patients peuvent souscrire dans ces modes d'organisation, qu'il s'agisse de celui des MSPP, très emblématique, très typé, mais également les autres. Et globalement, pour le faire court et peut-être de façon un peu rapide, dans un monde qui était quand même pas très marqué par ce type d'organisation regroupée, intégrée, qui chez nous en plus fleure tout ce qui est la culture du dispensaire, comment aujourd'hui peut-on accompagner cette évolution? Alors, pour lancer un peu de façon provocative, j'ai vu que France Asso Santé, qui a été assez discret dans le grand débat, mais enfin qui s'inscrit beaucoup dans le débat législatif qui s'ouvre, promeut le droit aux médecins traitants ou référents, je ne sais pas si c'est le droit aux médecins traitants, ce qui, quand même, sur le mode du droit au logement, ce qui, d'une certaine façon, créerait une forme d'obligation pour le régulateur de s'occuper de l'offre territoriale. Donc, la question que je poserai à Gérard, c'est que j'imagine qu'en faisant ça, ils savent ce qu'ils font et que donc la position qui est prise par la représentante des patients est assez clivante en regard des réactions des professionnels, voire des pouvoirs publics, puisque la ministre a dit que jamais, au grand jamais, on ne prendrait cette direction. Donc, ma question sera, quelle forme d'alliance, en fait,
faut-il y avoir entre les professionnels et les patients pour arriver à promouvoir des exercices dont on sait que de toute façon ils vont changer et qu'effectivement ils doivent aller dans une direction qui est celle à la fois du maillage territorial et de la coopération entre professionnels, voire de l'interprofessionnalité. Voilà globalement les questions que je souhaiterais vous poser. Alors on va peut-être commencer par Pierre qui a l'antériorité sur l'histoire de ce débat. N'hésite pas à nous dire un peu aussi à travers ce qu'a été ton retour d'expérience, comme on dit aujourd'hui, les leçons et notamment les leçons de reproduction possible de l'histoire des MSPP sur les organisations aujourd'hui. Et n'hésite pas aussi, parce que je ne l'ai pas dit, à utiliser ce qui est aujourd'hui ton nouveau métier, c'est-à-dire de faire de l'ingénierie auprès des structures de regroupement collectif et donc d'apporter du service. Merci Dominique, ça fait beaucoup de questions. On va essayer d'être concis quand même pour tenir le temps. Donc effectivement, je suis médecin généraliste, et à la fois j'ai une activité de médecin généraliste. J'étais au cabinet lundi, mardi matin, soigne des patients, quelquefois malades. Et puis je travaille aussi toujours dans des maisons de santé. J'étais hier soir dans l'Isère auprès d'une équipe qui est en train de se structurer, pour laquelle la mayonnaise est en train de prendre pour une structuration d'équipe sur un territoire. Qu'est-ce que c'est qu'une maison de santé pluriprofessionnelle? Il y a une définition législative. C'est au minimum 2 médecins et un autre professionnel de santé qui se réunissent autour d'un projet. Puis après, vous avez différentes étapes. Vous pouvez aller de plus en plus compliqué jusqu'à des choses beaucoup plus intégrées, qu'aujourd'hui on appelle toujours des maisons de santé pluriprofessionnelles, que bientôt on appellera autrement, parce que le nom fait débat. Imaginons que ça pourrait s'appeler des unités de soins primaires, c'est-à-dire un endroit où, quand vous rentrez en tant que patient, vous trouvez tous les professionnels de santé des soins primaires et qui travaillent ensemble de manière coordonnée autour d'un projet de santé pour le territoire, autour aussi avec un certain nombre de protocoles de soins et surtout avec un système d'information partagé. Ça s'est bien développé toutes ces dernières années, non seulement pour des raisons qui sont la polypathologie, qui sont aussi les démographies des patients, mais surtout pour deux éléments. Le premier, c'est la jeune génération qui a décidé de travailler moins que la génération d'avant. Et donc, bien entendu, quand vous travaillez moins, il faut être mieux organisé. Et cette génération-là, dans tous les sondages, montre qu'à 80%, ils disent on travaillera demain en équipe. Donc vous avez de moins en moins de jeunes aujourd'hui qui s'installent seuls. Et vous avez de plus en plus de jeunes qui rejoignent des équipes déjà constituées. Ça, c'est un élément important. Et l'autre élément, c'est que sur cette génération-là, ce qui prime, c'est d'abord la qualité de la vie, avant de savoir s'ils auront une bourse de recherche pour faire des analyses sur leur patientèle. Et donc ça, c'est un élément important parce que dans une maison de santé pluriprofessionnelle, la plupart du temps, c'est plus facile de faire du temps partiel que quand vous êtes tout seul, ça va de soi. Je suis l'exemple, puisque dans nos structures, on avait commencé en 2006, on était à l'époque 4 vieux, puisqu'on est parti des vieux maintenant, et aujourd'hui, il y en a déjà un qui est parti, on n'a plus que 3 vieux, et il y a 4 jeunes supplémentaires, c'est-à-dire qu'on est 7 pour faire le travail qu'on faisait avant à 4, même si la population a augmenté, puisqu'on est un des derniers cabinets dans le secteur à accepter tous les nouveaux patients qui se présentent. Mais n'empêche qu'on est 7 pour 4 cabinets, ce qui veut dire que tout le monde travaille à temps partiel, même si les temps de consultation ont nettement augmenté. Donc ces éléments-là font qu'aujourd'hui, c'est en train de s'étendre, et que si on a passé les 1200 structures en France, 1200 maisons de santé pluriprofessionnelles libérales, si vous y ajoutez les 5 à 600 centres de santé, qui sont eux, vous savez, les professionnels de santé salariés, ça veut dire qu'on a 10% des professions de santé des soins primaires aujourd'hui qui exercent dans ce type de structure. Et ça augmente, et ça augmente, et ça augmente. Est-ce que ça augmentera en tache d'huile? Est-ce que ce sera une courbe de Gauss? Enfin, ça, je laisse les sociologues ou les statisticiens le décider. Mais en tout cas, on sait qu'il faudra un certain nombre d'années. Les plus optimistes disent en 10 ans, ça sera fait. Les plus pessimistes pensent qu'il faudra une génération, mais qu'en 30 ans, ça sera fait. C'est-à-dire que dans 30 ans, quand je serai très très vieux, j'irai me soigner dans une structure qui sera une unité de soins primaires et dans laquelle il y aura toutes les professions des soins primaires. Alors ça pose bien entendu des tas de questions qu'on essaye de résoudre les unes après les autres, et puis ça pose un certain nombre aussi de challenges et d'enjeux. Je reviens je vais essayer de centrer sur les problématiques. La première, c'est vis-à-vis de l'hôpital. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai entendu, c'était assez frappant, qu'en quelque sorte, c'était... nous, on est dans un hôpital, me disait mon cher confrère et néanmoins professeur, là, qui est parti, là, et qui disait, quand on invite les gens de la ville, ils ne viennent pas. Moi, je suis dans une unité de soins primaires, et quand on invite les gens de l'hôpital, ils ne viennent pas, non plus.
Donc, je l'ai interpellé à la sortie, je lui ai dit, on a un problème, quoi, parce que franchement, c'est pas qu'un problème de communication, il y a quelque chose qui se passe, quoi. Et donc, il était d'accord qu'il fallait qu'on en parle. On a un problème aujourd'hui, qui est un problème de la relation de la ville à l'hôpital. Il y a des tas de raisons, je peux vous en énumérer pendant 1 heure, des raisons. Mais en tout cas, il y a aussi des tas de solutions qui sont possibles, et il y a des gens qui travaillent sur ces solutions. Mais je pense que pour le bienfait des patients, c'est un des points qu'il va falloir vraiment travailler dans les années qui viennent, qui est comment est-ce qu'on remet du lien entre la médecine de ville et la médecine hospitalière, ou la médecine d'établissement plutôt dire, de telle manière que les patients se sentent suivis par une équipe, beaucoup plus que par des pions les uns après les autres. L'autre population vis-à-vis desquelles on a un certain nombre de soucis, c'est les patients. Pourquoi vis-à-vis des patients? Parce qu'on est encore beaucoup, et la formation aujourd'hui, vous le savez comme moi, l'université forme des savants et ne forme pas du tout des professionnels, et formant des savants, ce sont des gens qui arrivent sur les territoires et qui n'ont d'abord, ils ne savent pas ce que c'est qu'un territoire, ils savent ce que c'est qu'un patient, mais ils n'ont jamais entendu parler de la notion de territoire. Ils ne savent pas comment marche un système d'information. Ils savent faire marcher leur smartphone, mais mettre des indicateurs, on en a parlé tout à l'heure, c'est la même chose en soins primaires. Travailler avec des indicateurs et faire de la production de données, ça leur passe complètement au-dessus parce que les universités ne les a pas formés. Et en plus, le patient est plutôt un objet d'étude ou un objet économique à la limite, mais n'est pas obligatoirement quelque chose, la notion d'implication des patients est quelque chose qui n'est pas du tout naturel et qui commence à émerger dans ces structures-là. Donc il y a un travail monumental à faire pour savoir comment est-ce qu'on va impliquer les patients progressivement, peut-être pas tout de suite dans la gouvernance, hein, soyons pas fous, quoi. Mais en tout cas, comment est-ce qu'on va intégrer dans nos patientèles? Moi, je suis dans une structure, tout de même, vous imaginez, on a une file active pour 4 cabinets, on a une file active de 8000 patients, ce qui veut dire qu'on a entre 250 et 300 diabétiques et autant d'insuffisants rénaux chroniques. Comment est-ce qu'on va mettre en lien ces patients-là? Comment est-ce qu'on va obtenir qu'on ait ce que les Américains appellent des peer mentors ou des accompagnateurs de soins, etc. Il y a tout ce travail-là et on a un retard phénoménal dans ce pays sur ce sujet-là, certes à l'hôpital, mais encore, je pense, encore plus en soins primaires. Vis-à-vis des patients, nous, en tout cas, nous considérons que nous sommes une solution sur l'accessibilité, qu'on accède beaucoup mieux aux soins dans une structure de ce type-là, effectivement, parce qu'il y a un partage de données. Et j'ose espérer qu'on a aussi une réponse en termes de qualité, et ça a été démontré dans plusieurs études. Vous prenez des professionnels isolés, vous les mettez travailler ensemble. Il faut juste 2 choses, hein. C'est une cantine et une machine à café, c'est comme dans l'industrie de toute façon, et vous augmentez la qualité, parce qu'ils se mettent à parler ensemble. Et ça a été démontré. Moindre recours à la médecine spécialisée, donc qui pose la question de où va aller la médecine spécialisée par rapport à ces structures-là, et bien entendu, économie in fine. Les enjeux dans ces structures-là, parce que tu me demandais ça, c'est bien entendu d'abord, je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure, ces systèmes d'information. Tout le monde sait que, et particulièrement en soins primaires, on a 20 ans de retard sur le reste de la société. Quelques chiffres en tête, il y en a un qui est simple, hein. 100% des pompistes prennent la carte bancaire, 30% des médecins, enfin bon, je peux vous en donner des comme ça. 100% des chats sont vaccinés à jour dans ma commune. Alors dans ma commune, c'est 90% des patients, parce qu'on fait comme les vétos, on relance les gens, mais en France, c'est plutôt 60%, etc. Donc on voit bien que l'utilisation des systèmes d'information n'est pas du tout top niveau, et qu'on a un travail à faire là-dessus, et qu'on fait aujourd'hui, qu'on mène, que ce soit avec la ZIP ou avec les éditeurs, pour tirer les systèmes vers le haut. Mais là encore, il y a un manque, qui est un manque au niveau de la formation de ces professionnels-là, parce que dans la formation, il n'y a pas du tout ces sujets-là. Il y a un autre aspect, et j'aimerais bien entendre effectivement Gérard là-dessus, c'est plus on va avancer dans cette notion d'équipe de soins primaires, et plus ça va me gêner de soigner des patients qui constituent eux-mêmes leur équipe de soins primaires. Je m'entends? C'est-à-dire que je vois Monsieur Dupont, il vient me voir, mais son infirmière, elle est dans une autre commune, et quand il va à la pharmacie, il va là-bas. Il prend l'infirmière là-bas parce qu'elle a accompagné la maman, et la pharmacie, il va là-bas parce qu'il était sur les bancs de l'école municipale. Voilà. Sauf que le pharmacien là-bas, on ne s'entend pas franchement bien, parce qu'il m'a foutu une pilée la dernière fois que j'ai joué au tennis avec lui, franchement, c'est pas l'entente cordiale. Et l'infirmière qui est là-bas, on n'arrive jamais à la tirer en réunion, parce qu'elle est tout le temps en train de courir, qu'elle est ça. Et la question qui se pose aujourd'hui en soins primaires, ça va être celle-là. C'est est-ce qu'on pourrait demander aux patients de revenir sur le droit au choix des professionnels de santé pour venir à un choix d'équipe constituée dans une structure contre autre chose, qui seront bien entendu l'accessibilité, la qualité, voire le tiers payant intégral, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Ça, c'est une question qui me paraît très très importante, parce qu'aujourd'hui, si on veut continuer à évoluer vers de la qualité, ça devient de plus en plus compliqué de ne pas constituer une équipe. J'ai essayé une fois, la dernière fois que je suis passé à l'hôpital, matin, il y a une infirmière qui est rentrée, j'ai sonné, je dis je veux pas celle-là, je veux celle d'hier. Et on m'a dit c'est pas possible. J'ai dit ils sont vachement bien organisés dans les hôpitaux, mais en soins primaires, ça marche pas comme ça, quoi.
Après, il y a d'autres enjeux qui sont bien entendu l'évolution organisationnelle en termes d'amélioration qualité, mais aussi économique. Et c'est tout ce qu'on est en train de travailler avec le ministère sur l'article 51, on pourra peut-être en reparler s'il y a des questions là-dessus, avec des aspects très positifs, avec des aspects aussi que je perçois, moi, très, très négatifs. Donc il y a à manger et à boire dans cette affaire-là. Et puis derrière, il y a effectivement quelque chose, comme tu l'as dit, qui m'a beaucoup animé, qui est le modèle de gestion de ces structures de soins primaires et toute l'ingénierie qui va derrière. C'est tout de même triste de voir des médecins, il paraît que 15% des généralistes, qui je vous le rappelle sont des gens qui gagnent en moyenne 7 000 € par mois net avant impôt, faire leur ménage le soir dans leur cabinet, c'est tout de même ahurissant, quoi, hein. Et quand vous leur dites, mais pourquoi tu n'embauches pas une femme de ménage, on retrouve tous les clichés habituels de dire, oh mais non, mais de toute façon, elle va être en arrêt maladie, ou je vais avoir un conflit, je vais me retrouver au prud'homme, puis de toute façon, je ne sais pas faire un bulletin de paie. En fait, toutes ces histoires-là qui font que beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui sont encore des artisans et qu'on perd un temps médical absolument phénoménal. Donc j'avais créé effectivement une structure, on a accompagné 2 maisons de santé comme ça pendant 2 ans. Ça s'est plutôt très bien passé avec des indices de satisfaction. On leur gérait la totalité. Aujourd'hui, il y a d'autres sociétés qui se lancent sur ce genre d'expérience et je crois que c'est ce qui s'est passé dans les cliniques. Enfin, je parle sous contrôle de M. Larbi qui est là, mais c'est ce qui s'est passé dans les cliniques dans les années 80, quoi. Il y a un moment donné où il faut que les professionnels s'occupent de la santé de leurs patients plutôt que de s'occuper de recommander des draps d'examen, quoi. Donc ça aussi, c'est un enjeu qui est important parce que je pense que c'est très compliqué à mettre en place parce que c'est des professions qui sont d'une très grande exigence et qui ne sont pas toujours d'une grande facilité à gérer. Il paraît que quand on a fait plus de 5 ans d'études, on devient difficile à gérer. Et donc ça pose un certain nombre de questions. Mais c'est un des enjeux que je pense important pour la structuration de ces soins primaires dans l'avenir. Voilà, je pense avoir fait un premier... Alors Gérard, bon, t'es interpellé là-dessus parce que... effectivement, en regard du SCUD l'a posé sur le droit aux médecins, ce qui est avancé comme petite musique par Pierre, c'est quand même l'association des médecins dans des équipes auxquelles ils adhèrent. Oui, merci de m'avoir invité. Et puis vous avez mis la barotte quand même là, sur l'opposabilité du médecin, sur le choix, le libre choix du patient. Là, ça, on attaque fort. Je pense que vous en êtes aperçu. On est en train de changer de monde. Notre société se transforme à une grande vitesse, et particulièrement notre système de santé, mais au-delà, toute notre société et les relations que nous pouvons avoir, l'ensemble des citoyens d'une démocratie. J'ai l'habitude de dire, puisque vous voulez essayer un peu de me provoquer, eh bien on va la faire. J'ai l'habitude de dire que la plus grande invention et la découverte de ce 21e siècle, c'est pas le numérique, c'est pas le génome, c'est la découverte du patient. On a découvert les patients. On a découvert des patients qui s'interrogent, qui posent des questions, qui effectivement vont chercher de l'information ailleurs que dans le cabinet médical, qui sont plus ou moins critiques. Et puis on a aussi, pour rajouter, on a aussi des structures associatives, des associations dites de patients qui se sont investis pour être des acteurs de santé, pour être aussi dans la participation, dans la représentation des usagers de la santé, et maintenant qui demandent à être des co-constructeurs du système de santé. Vous vous rendez compte, c'est une vraie révolution. Et je comprends bien que de temps en temps, ça irrite un petit peu les professionnels de santé, canal historique, quoi. Voilà, évidemment. Sauf que on ne peut plus continuer comme avant. Alors évidemment, j'ai 2 casquettes, vous les avez nommées, mais j'ai un peu de mal de les différencier. Au sein de la Fédération française diabétique, toute l'année 2018, nous l'avons passé à faire des états généraux sur la prise en charge des personnes atteintes de diabète. Et nous avons consulté l'ensemble des acteurs, tous les acteurs, y compris les institutions, y compris la Haute Autorité de Santé, y compris les maisons de santé, y compris les bureaux. Tous les acteurs, que ce soit au niveau territorial, au niveau régional, toutes les ARS, et au niveau national. Et il y a eu un véritable consensus, ça a été dit tout à l'heure au niveau de l'hôpital, mais pas que. Le mal-être aujourd'hui de l'ensemble des professionnels de santé, ou des acteurs de santé. Il y a un mal-être.
il y a une difficulté. Personne n'est content de son sort, entre guillemets, y compris les patients d'ailleurs. Et cela nous a amené à amener cette réflexion-là, ça a été dit tout à l'heure, sur le sens qu'aujourd'hui ont les professionnels de santé dans le cadre de leur profession et de leur utilité à l'évolution de notre société. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons appelé notre manifeste 15 propositions pour une médecine fondée sur l'humanisme, retrouver du sens à la médecine et à la relation patient-soigné, mais aussi soignant-soignant. Nous pensons qu'il y a aussi une nécessité de retrouver du sens dans la relation soignant-soignant et aussi retrouver du sens dans la relation soignant, institution, régulateur, etc. Ce qui est nouveau aujourd'hui, et ça a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est qu'il faut partir des attentes et des besoins de la population. On a trop longtemps considéré, et c'est peut-être une réminiscence de votre question, on a trop longtemps considéré qu'il fallait organiser l'offre. On était sur l'offre. Voilà. Et que parfois, écoutez, les malades, les patients, les citoyens, ils allaient y trouver leur compte. Je pense qu'il faut changer de vision aujourd'hui. Et qu'on a une nécessité aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure de registre, ça nous parle, de s'interroger sur les attentes et les besoins. Et les besoins attendus. Ce que dit le HCAM, c'est les besoins attendus. Et en fonction de ces besoins attendus, c'est d'apporter une réponse, une offre organisationnelle et une offre. Et donc, automatiquement, si on part des besoins, eh bien, il faut nous interroger. Il faut interroger les patients. Il faut faire participer aujourd'hui l'ensemble des acteurs de proximité, et particulièrement les patients, à leur demander ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent. On a aussi, tout a été dit tout à l'heure d'ailleurs, sur les applications, etc., de dire oui, mais ça ne marche pas. Alors j'ouvre une parenthèse, je vais la refaire, mais sur le diabète, très largement, nous avons plus de 1200 applications. Smartphone pour la nourriture, l'activité physique, le carnet de glycémie, le machin, le truc. 1200. Celle qui marche le mieux atteint peut-être une centaine de patients, pas plus. Hein. Donc on voit bien, ça ne répond pas à nos besoins. Moi, on est venu me voir combien de fois avec le paquet cadeau enveloppé là. Il n'y avait qu'à mettre le tampon de l'association. Mais non, attendez, moi. Est-ce que vous avez travaillé avec des patients? Ah non, on a travaillé avec le diabétologue, un tel. Ah non, mais avec des vrais patients qui ont construit, qui ont réfléchi. Oh, ça, on s'en fout de ça, c'est bon pour eux, donc on réfléchit pour eux. Et donc aujourd'hui, on est dans cette confrontation-là. C'est que ne marchera quelque chose que si ça répond à ce que nous voulons. Voilà pourquoi, au sein de notre fédération, on a construit un Living Lab avec aujourd'hui 3 sociologues qui travaillent sur des études sociologiques, qualitatives et maintenant quantitatives, pour répondre à ces besoins. Et donc de dire on est dans la co-construction. Et donc on voit bien l'impérieuse nécessité aujourd'hui, c'est d'interroger les patients. On a évoqué aussi, tout a été dit, les PREMS, les PROMS, l'expérience patient, comment aujourd'hui on peut effectivement associer les patients à l'évaluation d'une organisation, à l'évaluation d'un résultat. Plutôt facile au niveau effectivement hôpital ou acte chirurgical. Il n'empêche que nous devons réfléchir, et nous le faisons, à évaluer aussi une organisation de soins primaires ou de proximité. Et ça nous paraît extrêmement important. Alors, encore une fois, les patients, vous les connaissez tous. Certains ne sont pas forcément, ils attendent plutôt quelque chose. Ils ne sont pas en position de pouvoir amener une réponse satisfaisante ou ils n'ont pas. Je crois qu'il faut s'appuyer sur les structures associatives qui se sont véritablement inscrites dans cette démarche-là de co-construction
Parfois, évidemment, ne pas être toujours d'accord avec tout le monde, c'est normal, d'avoir nos propres propositions, mais de réfléchir à comment on organise particulièrement les soins de premier recours, mais aussi, effectivement, la relation patient-soignant, soignant-soignant, et aussi un regard avec le régulateur ou le payeur. Et donc, cette volonté qui nous tient au corps, et vous connaissez mon engagement, et je ne suis pas le seul là-dessus, d'ailleurs, on est nombreux, à ne pas être sûr de la confrontation, mais véritablement se mettre autour d'une table et essayer de réfléchir à ce qui correspond aujourd'hui à l'évolution de notre système de santé, à nos attentes, en employant évidemment les moyens modernes et les plateformes et tout le numérique. Ceux qui me connaissent bien savent que je vis, moi, avec des outils, voilà, et j'ai le troisième dans la poche et le quatrième qui est dans le ventre. Je ne peux pas vous le montrer, sinon ça va faire des ordres. Mais voilà, donc il y a toutes ces évolutions-là qui aujourd'hui imposent la participation du patient. Et donc, ce que je dis aussi, ce que nous disons aussi, c'est que ce métier de patient, et là sur la pathologie chronique, ce métier de patient, on ne l'a pas choisi. Il nous est tombé dessus, on avait choisi un autre projet de vie. Il nous est tombé dessus, mais vous avez choisi le métier de soignant. Et donc, ce qu'on attend de vous, c'est de nous accompagner, c'est de nous former à ce métier de patient. C'est-à-dire avoir de l'écoute, de la bienveillance, de prendre du temps avec nous pour nous former à être de bons patients. Et c'est quand même un représentant associatif qui dit qu'il faut être de bons patients. Je n'ai pas encore parlé d'observance, mais un jour ou l'autre, vous y arriverez. Donc, pour qu'on soit dans l'adhésion et la participation. Et c'est en cela qu'il y a une vraie transformation de votre rôle, et particulièrement, je pense, dans le premier recours, mais aussi à l'hôpital. C'est comment on met en place cette écoute et ce dialogue fondé sur la confiance entre les patients et les professionnels de santé. Non, on va plutôt aller sur la question du choix. Je ne suis pas surpris, oui. Juste, je réponds aux deux questions rapidement, mais qui vont ouvrir certainement le débat, mon cher ami, largement. Ouais. C'est une vraie question de fond et de posture de nos associations sur la liberté de choix des patients. Quand on va à l'hôpital, on ne choisit pas. On va à l'hôpital, on ne choisit pas. On a une infirmière qui vient, etc. Le service, on peut choisir l'hôpital. C'est vrai. Mais après, on ne choisit pas le personnel qui est dans l'hôpital. Et donc, si demain, on a une offre de soins pluriprofessionnelle qui a été co-construite avec des structures associatives et qui répond à des critères de qualité, qui va être évalué, y compris par les patients, avec les PREM, les PROMS et tout. Si demain, on est véritablement en co-responsabilité de la qualité de cette offre-là, à partir de là, vous me reposerez la question. Quand on est chez Orange, on n'est pas chez Bouygues, quoi. C'est exactement ça. Quant à ce qui fait débat aujourd'hui sur l'obligation aux caisses primaires d'assurance maladie de nommer un médecin traitant, quand il n'y a pas de médecin traitant pour 6% de la population, j'entends bien la montée au créneau et le haut le cœur de tout le monde. Simplement vous dire que une étude montre que plus de 86% des patients, des citoyens réclament cette mesure-là. Que cet amendement-là, et j'emporte avec d'autres la responsabilité de cet amendement-là, a quand même été voté à l'unanimité par la représentation nationale. Il a
même failli être voté par la France Insoumise. Enfin, ils se sont excusés après, mais enfin, ils ont fait un raptus. Alors, mais la France Insoumise, peut-être parfois, ils sont tellement insoumis qu'ils ne comprennent pas les arcades du pouvoir. Mais bon. Donc, on voit bien quand même qu'il y a une réponse là, d'une société qui attend, entre nous soit dit, un geste symbolique. Ça ne va pas révolutionner quand même la qualité de la prise en charge et la qualité du rôle du professionnel de santé de premier recours. C'est un geste plutôt symbolique. Du fait que c'est d'une organisation sanitaire, non plus, et là je vais être provoquant bien sûr, non plus régulée par les négociations conventionnelles, mais aussi régulée par la représentation nationale, par la loi. Et je trouve que là, il faut qu'on y réfléchisse avec, évidemment, les professionnels de santé et les syndicats, avec le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie, et le ministère aussi, parce que je trouve que là, il y a quand même une réponse à une attente très forte des patients et qu'il faut parfois entendre ce que disent les citoyens sur leur territoire. Merci Gérard. Je crois qu'au moins tu as eu la franchise de dire les choses et c'est bien. Bon, alors, j'imagine que le débat est ouvert et que les questions vont poindre. Ça y est. Allez, c'est un hospitalier qui démarre. Moi, j'aurais pensé à un libéral, mais bon. Alors, je pars de la discussion du projet de loi actuellement à l'Assemblée nationale. Jean-Michel Chabot y a fait allusion tout à l'heure. Pour moi, la principale disposition dont personne ne parle, quasiment pas, outre la réforme de l'accès aux études médicales, c'est la transformation de 350 centres hospitaliers supplémentaires en hôpitaux de proximité. Quand on voit la réaction qu'a suscité la fermeture de la maternité de Bernay, on imagine les réactions potentielles de nos concitoyens, des politiques et des patients, tout simplement. Alors, bon, ça, c'est le contexte. Ma question, qui s'adresse à Pierre Dehaas et à Gérard Raymond, c'est est-ce que, si cette politique, que je le souhaite, réussit, c'est-à-dire de transformation d'une grande partie du parc hospitalier public, mais pas uniquement, en hôpitaux de proximité, est-ce que c'est de nature à faire franchir un pas dans la réorganisation de notre système de santé et à améliorer la relation ville-hôpital? Comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez réfléchi à la question? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un sujet qui est soigneusement évité, c'est celui, effectivement, comme l'a suggéré Pierre Dehaas, de la remise en question des formes de la liberté de choix des patients. On se gargarise beaucoup et parfois on fait des choses autour de la notion de parcours sans jamais évoquer le fait que pour que la mise en place de parcours réussisse, il faut garantir l'observance du patient. Sinon, tous les efforts mis en œuvre par les professionnels de santé et tous les mécanismes de financement qui auront été mis en place auront finalement atteint un objectif contraire à celui recherché, c'est-à-dire on aura une perte d'efficience au lieu d'avoir un gain d'efficience, y compris pour les patients eux-mêmes. Et si, comme l'a très bien dit Gérard Raymond, on a mis l'accent sur l'offre dans notre pays, c'est parce que notre pays a une double caractéristique qui le distingue de beaucoup d'autres. Le reste à charge y est très faible et la pression sur le patient, nulle. Quand on se présente aux urgences pour de la bobologie en Italie, on paye de sa poche pour s'être présenté à la mauvaise porte. Quand on se présente aux urgences en France pour de la bobologie, l'hôpital est payé pour vous adresser à un praticien. En tout cas, c'est ce qui était dans l'air. Et je ne crois pas par ailleurs qu'un niveau de contrainte supplémentaire exercé sur des praticiens libéraux qui sont à saturation de leur activité, en les obligeant à prendre en compte des patients nouveaux. Ma femme est cardiologue libérale, elle est à saturation, elle reçoit en permanence des patients qui ne trouvent pas de médecin traitant, et ce n'est pas par décret qu'on créera de la disponibilité de temps médical pour prendre en charge des médecins traitants. Ce n'est pas la solution, et ça ne peut que hérisser, à mon avis, les professionnels libéraux. Le vrai sujet, c'est ma question, c'est comment voyez-vous la possibilité politique
d'un portage, puisque vous revendiquez la co-construction, d'un portage à la fois par les associations et par les politiques, pour rendre acceptable une redéfinition dans notre pays de ce qu'est la liberté de choix des patients. Régine Clément, je suis infirmière de formation, donc mon intervention pour Monsieur Gérard Raymond et Monsieur Dehaze. Lorsque vous disiez tout à l'heure qu'il fallait avoir un nouveau modèle de gestion et enlever la logistique et remettre du temps médical, et vous, monsieur, c'était dire redonner du sens dans la relation soignant-soigné. Je dispense en ce moment des formations dans des soins de suite et de rééducation. Et lorsque j'entends les aides-soignantes qui sont 2 pour 25 résidents le dimanche et qui pourraient avoir un rôle de prévention, d'éducation et d'accompagnement, et à qui on demande de faire du codage, vous avouerez que je ne suis pas forcément d'accord sur ce mode de fonctionnement. Merci. Vous répondez, puis après on passe à la table ronde suivante. Oui, est-ce que, en quelque sorte, est-ce que les hôpitaux de proximité vont aider à structurer les soins primaires? Moi, je ne suis pas très favorable à tout ce qui est top-down, parce que je crois pas beaucoup à tout ce qui tombe du ciel. Et je crois que quand on veut réorganiser quelque chose, c'est la même chose que pour les patients. Il faut aller chercher les attentes des gens, puis se poser des questions par rapport à ça. Aujourd'hui, on est dans un système de soins primaires qui est en train de se réorganiser, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. 10%, c'est pas rien. Ce qui veut dire que c'est non seulement faisable, mais que les gens y trouvent du bénéfice parce qu'ils ne repartent pas en arrière. Donc ça veut dire que tous les autres, les 90% qui restent, il faut surtout les accompagner. C'est un projet qui peut être un projet national. Ce n'est pas toujours ce qui se passe au plan politique, parce que même si c'est un projet national, on est déjà au projet suivant, voire au projet encore suivant qui est déjà annoncé. On a tous entendu parler des communautés professionnelles territoriales de santé, et on parle à des gens de territoire alors qu'ils n'ont déjà pas résolu leurs problèmes sur leur propre patientèle. Donc ce que je crois, c'est que ce n'est pas obligatoirement des restructurations de type hôpitaux de proximité qui en font partie, qui feront du bien, mais que la réalité, si on veut vraiment pousser le système vers une réorganisation des soins primaires, c'est demain, on dit que c'est une priorité nationale, et on met en place surtout des équipes d'accompagnement qui sont des équipes pluridisciplinaires. Parce que pour accompagner une équipe de soins primaires, et je fais ça depuis des années, il faut un juriste, il faut un avocat, il faut un gestionnaire, il faut un manager, il faut un coach, il faut un administratif. Il faut donc une pluridisciplinarité, parce que sur tous ces sujets-là, les professionnels de santé ont besoin d'être accompagnés. Quelle société je crée pour le faire? Comment je fais pour augmenter mon nombre de patients sans augmenter mon nombre d'heures, etc., etc. Peut-être même un sociologue, vous mettez à la limite dedans. Voilà. Donc le lien ville-hôpital, je crois que c'est plus loin que par des hôpitaux de proximité. Il va se recréer par 2 éléments qui me paraissent essentiels. Le premier, c'est l'ouverture des carrières mixtes, puisqu'effectivement, on a la chance d'avoir une jeune génération qui est à temps partiel, et leur ouvrir aussi des carrières mixtes, et il y en a de plus en plus qui font ça, et ça recréera du lien. Je crois qu'il y avait une vieille expérience au Danemark, à un moment donné, où il y avait des médecins, qu'on allait chercher des leaders de la ville, qu'on mettait dans les hôpitaux, parce qu'eux, ils pouvaient appeler leurs confrères pour les discuter, voire pour les engueuler ou pour se chamailler, parce qu'ils avaient l'autorité, en fait, sur l'équipe de ville, et ce qui permettait de fluidifier les flux. C'est un exemple. Et deuxième élément, c'est toujours la même chose, c'est la cafetière, Entendre tout à l'heure ce qu'on a entendu, que les hospitaliers invitent les médecins de ville qui ne viennent pas, et que moi, quand j'invite les hospitaliers, ils ne viennent pas, ça prouve qu'on a des problèmes d'organisation réciproque. Il va bien falloir acheter une cafetière, que ce soit à l'hôpital et à la ville, et que surtout, on aille se voir. Mais je pense que ce n'est pas que les médecins de ville qui doivent aller à l'hôpital. Je suis tout de même le fournisseur de l'hôpital. Et dans toutes les entreprises, en général, le patron d'une boîte, il va visiter ses fournisseurs de manière assez régulière. Mais je ne vois jamais les médecins de l'hôpital venir me voir en tant que fournisseur. On me dit, écoute, tu m'en adresses un peu trop, tu n'en as pas assez, ou franchement, ce que tu m'envoies, c'est de très mauvaise qualité. On n'a pas ça. Et donc, je crois que ça repassera par lien. Donner une journée à chaque médecin hospitalier pour aller visiter des unités de ville, et vous allez recréer du lien, bien entendu. Et puis vous invitez les patients, excuse-moi, autour de la cafetière, ça va de soi, à cette occasion-là. Ils apportent. Oui. Ils sont prêts à apporter le café. Ah oui, alors oui, d'accord, j'ai démarré. Et alors sur l'aspect de l'accès à l'hôpital, je suis complètement d'accord. On est un des derniers pays où les services d'urgence sont ouverts. Et moi-même, il y a 15 jours, j'ai eu dans la même semaine 2 patients en décompensation cardiaque gauche, bien jugulés par médecin plus infirmière dans l'équipe. Et manque de peau, on n'avait pas identifié un des enfants qui a débarqué de je ne sais pas où et qui a pris le moment où le papa sous le bras et bingo, au service des urgences. Et donc, bien sûr qu'on change les médicaments parce qu'il faut bien exister, et que vous ressortez, que c'est la panade, le pharmacien vous appelle, je ne comprends pas, il y a 2 ans. C'est le bazar, Et c'est le bazar, pourquoi ? Parce que, bien sûr, quand n'importe quel membre de la famille peut prendre quelqu'un sous le bras et l'emmener au service des urgences, alors que la situation semble pourtant bien jugulée,
ça pose un souci. Donc il y a cette première question, et là elle est très provocatrice. Est-ce qu'il faut continuer à accepter des gens qui viennent sans courrier de la ville, quoi, dans les services d'urgence? C'est une vraie question, et je pense qu'elle est importante. Puis la deuxième, c'est est-ce que les médecins de ville sont vraiment débordés? Franchement, quand on regarde les chiffres au niveau européen, oui, il y en a qui sont débordés. Moi, je connais des médecins qui ont des files actives de 600 patients, hein, plutôt au soleil d'ailleurs. Mais dans mon département, il y a des médecins qui ont des files actives de 3000 patients. Et ceux qui ont des files actives de 3000 patients ne travaillent pas obligatoirement plus d'heures que ceux qui ont 600 patients. Sauf qu'il y a des taux de retouche qui sont différents d'une population à l'autre. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie de l'accompagnement des professionnels de santé. Parce qu'il y a une crainte, je fais partie de la génération, rappelez-vous, qui était une post-68 arde. Et quand on s'est installé, on a dû courir après le travail. Moi, quand je voyais 12 patients la première année, mais j'étais fou de joie, quoi. J'achetais du beurre, quoi. Et ça, il y a des pastilles qui sont restées dans la médecine des libéraux de ma génération et qui sont parfois dans une espèce de crainte du lendemain. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse. Mais ils n'ont pas encore obligatoirement compris ça. Donc je pense qu'il y a tout un travail d'accompagnement aussi des professionnels sur ces aspects-là et sur des aspects de gestion de panel de clientèle. Gérard, le dernier mot est à toi, mais tu as Rapide, parce que concédé c'est ça. Hein, le to-be, il a parlé sur la consultation, le to-be, il a parlé 15 minutes et le patient, il a dit merci, bonjour et au revoir. Voilà. Non. Juste, il y a eu quelques textes de loi et quelques amendements qui sont aussi extrêmement importants, qui sont passés totalement inaperçus, évidemment, parce qu'on a mis le focus là-dessus. Il y en a un, quand on parle de la relation ville-hôpital, et que chacun se renvoie la balle en disant, mais j'invite, tu viens pas, je t'invite, tu viens pas. Peut-être qu'il faudrait mettre, moi j'ai fait un peu de chimie, il faudrait peut-être mettre un catalyseur, là, peut-être un intermédiaire au milieu. Pourquoi pas l'association de patients? Enfin, vous allez dire que je répète toujours la même chose. Mais il y a un texte de loi qui est passé, un amendement qui est passé, déposé par nous, pour responsabiliser l'élu local. Pas simplement à être le président du conseil d'administration de l'hôpital. Alors ça, il n'en est pas question. Mais la responsabilité d'organiser l'offre de soins sur son territoire, je pense que l'élu local pourrait vous demander de venir à l'hôpital, les médecins libéraux, les pharmaciens et compagnie, de boire le café à la maison communale. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, et vous parliez, mais effectivement, je pense qu'il faut reprendre par le bout du bout. Quand je vous disais qu'il fallait nous former, nous les patients, à être de bons patients, je crois qu'aussi, il faut avoir une véritable éducation citoyenne à la santé. L'éducation à la santé, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors on me dit que le professeur de géographie peut le faire. Enfin, bon, j'ai un peu de doute là-dessus, mais on verra bien. Mais je pense qu'il faut retrouver, là aussi, l'éducation à la santé, à la citoyenneté. Et que si vous voulez qu'il y ait une véritable adhésion des patients ou des citoyens à la nouvelle médecine qui se met en place, il faut créer un véritable climat de confiance. Ça ne marchera que s'il y a une écoute, une bienveillance et une confiance. Sinon, ça ne marchera pas. Et sinon, effectivement, on sera toujours dans l'opposition, et on se fera des petites égratignures comme ça. Donc, il y a une vraie réflexion à mener sur le rôle aujourd'hui des professionnels de santé de premier recours pour créer cette adhésion et cette confiance à la citoyenneté.